Franck Smith, bonjour. Bonjour, mon général. Merci de nous accueillir au sein de cette bibliothèque patrimoniale. Vous êtes donc le directeur du centre de documentation de l'école militaire, le CDEM, et vous nous recevez dans un de vos deux sites, et le plus prestigieux, le plus chargé d'histoire, cette bibliothèque patrimoniale. Alors, les lecteurs de Géostratégia connaissent bien le CDEM au travers de la mise en ligne de publications issues de votre centre, comme des bulletins de veille de sécurité et de défense, le Guetteur, ou comme des bulletins de veille de géopolitique, dans le cadre donc du partenariat entre le CDEM et le CSFRS. Alors, au-delà de ces publications sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir, je tenais à vous remercier d'avoir bien voulu nous accorder cet entretien pour aller plus loin et pour mieux faire connaître le CDEM aux internautes, aux férus de questions stratégiques, le CDEM, l'appui qu'il propose à la formation et à la recherche stratégique. Alors peut-être pour commencer, parlons un peu d'histoire. Napoléon aimait dire que sur le champ de bataille, l'inspiration, le coup de génie n'était le plus souvent qu'une réminiscence, le fruit du travail, le fruit de la réflexion, le fruit de la méditation. Alors nous sommes ici au cœur d'un des instruments du renouveau de la pensée stratégique française au XIXe siècle. Alors dans une certaine mesure, peut-on dire que votre centre, le centre que vous dirigez, est un petit peu, j'allais dire, l'héritier de cette bibliothèque patrimoniale? C'est exactement le cas. Nous pourrions, mais ce serait sans doute un petit peu forcer le trait, en fait remonter les origines à la fondation de l'École royale militaire par Louis XV en 1751. Bonaparte ayant lui-même été d'ailleurs un cadet gentilhomme, puisque l'intention de Louis XV était effectivement de procéder à une formation à la fois intellectuelle et militaire des officiers, donc des cadres de l'armée royale. Mais c'est vraiment à la fin du XIXe siècle, après la défaite contre la Prusse, dans ce moment très particulier qu'on a appelé la crise allemande de la pensée française, que se fait cette fondation de l'école supérieure de guerre qui va s'installer sur le site de l'école militaire en 1878 avec, dans les salons de l'ancien appartement de l'intendant de l'école royale militaire, de cette bibliothèque. Et en prenant exemple sur le modèle allemand qui avait tant impressionné les élites françaises, il s'agit effectivement aussi bien dans le domaine civil, avec notamment la fondation de l'école libre des sciences politiques en 1872, mais également des élites militaires, de procéder à cette refondation de la formation des élites en les ouvrant davantage sur l'étude des sociétés contemporaines, en élargissant aussi le périmètre des intervenants dans la formation pour sortir la formation des officiers du seul domaine militaire, mais bien enrichir cette formation de l'apport en particulier des universitaires français ou étrangers. Alors, aujourd'hui, quelles sont les missions qui sont confiées à votre centre ? Alors le centre est de création relativement récente puisqu'il a été inauguré en 2009 et il est le résultat d'une réflexion d'une dizaine d'années visant à la création d'un campus de défense. Et au moment où ce projet a pris corps, il s'agissait d'offrir les conditions correspondant aux standards alors en vigueur d'une bibliothèque d'études et de recherche qui notamment prennent en compte l'essor des nouveaux supports de documentation et en particulier de la documentation électronique. De ce point de vue, le centre a trois grandes missions. La première qui est celle de l'enrichissement, du signalement et de la valorisation de ces collections, sur tout support comme je vous le disais, d'abord des collections imprimées bien sûr, qui sont riches d'environ 200 000 documents, répartis sur deux sites, comme vous l'expliquiez en introduction, le fonds courant qui est situé dans le bâtiment 12 de l'école militaire et le fonds patrimonial qui est hébergé dans cette bibliothèque où nous nous trouvons présentement. La deuxième mission, c'est une mission de médiation documentaire. Cela peut aussi bien recouvrir les activités de formation à la méthodologie de la recherche documentaire ou l'accompagnement bibliographique des lecteurs.
la troisième mission, et c'est là l'originalité du CDM, qui est une bibliothèque mais également un centre de documentation, est effectivement de venir en appui de la réflexion stratégique par la production de synthèses documentaires, de dossiers documentaires, de bulletins de veille, ce que nous appelons nous des produits documentaires élaborés. Étant entendu que les publics du CDEM sont variés, le premier cercle que dessert le centre de documentation de l'école militaire correspond aux cadres, aux auditeurs et aux stagiaires de l'enseignement militaire supérieur. Le deuxième cercle, si l'on peut l'appeler ainsi, correspond à l'ensemble des organismes de formation ou de recherche qui sont installés sur ce site prestigieux de l'école militaire, dans toute la variété de leur attachement institutionnel. Et le troisième cercle, qui témoigne justement de cet esprit de campus de défense tel qu'il avait été imaginé au début des années 2000, correspond à l'ensemble des étudiants, des chercheurs, des acteurs, civils ou militaires, de la réflexion stratégique, qui sont intéressés par le périmètre documentaire du CDEM, puisqu'il s'agit d'un fonds d'études et de recherche spécialisé, en particulier dans le domaine des sciences de la défense et de la sécurité, des relations internationales et de la géopolitique, et plus largement des sciences humaines et sociales, en tant qu'elles peuvent concourir à cette étude du fait guerrier ou du fait stratégique. Alors donc vous parliez de cette étude du fait guerrier, de cette étude finalement des questions stratégiques, et donc vous proposez au sein de votre centre un nombre de publications très élevé en quantité, en qualité, et je dirais, vous qui êtes un observateur vraiment très impliqué dans cette proposition de documentation au profit des chercheurs, au profit des enseignants, au profit des praticiens de la réflexion stratégique, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'état de la réflexion stratégique en France ? La production est foisonnante. Le livre, y compris dans ces disciplines, a de l'avenir, et nous acquérons, nous, par exemple, au CDEM, environ 2000 titres spécialisés par an, donc qui correspondent à des nouveautés, principalement en français et en langue anglaise. Et je peux effectivement témoigner du fait que les auteurs de ces livres s'inscrivent vraiment dans ce mouvement de décloisonnement disciplinaire. Il y a vraiment une approche tout à fait renouvelée depuis plusieurs années maintenant des questions stratégiques, et qui là aussi s'inscrivent dans l'actualité brûlante de nos sociétés contemporaines. Et au-delà de cette approche très large du fait stratégique qui mêle toutes les disciplines, y compris parfois dans les aspects les plus scientifiques, les questions d'éthique également, et notamment dans tout ce qui est relatif aux nouvelles formes de la guerre. Nous avons là aussi la constitution d'équipes pluridisciplinaires, mais aussi souvent internationales. Et ça, je crois que depuis quelques années, c'est un fait remarquable. Ces équipes s'ouvrent au débat d'idées, s'ouvrent à la confrontation des représentations, des sujets d'intérêt, et donc cette internationalisation se traduit aussi en termes de production, avec des ouvrages qui peuvent de plus en plus paraître en français et en anglais, par exemple. Et là, c'est une donnée plus générale relative à la production scientifique en France. Il y a vraiment, en termes de visibilité et d'accessibilité de cette pensée française, qu'elle soit stratégique ou dans d'autres disciplines, la nécessité souvent d'en passer par l'anglais. Une production qui peut être directement maintenant aussi en langue anglaise de la part des chercheurs français, mais comme pour le renouveau de l'histoire militaire d'ailleurs, souvent des publications qui sont le fruit d'une collaboration internationale. Le dernier point qui me semble important correspond vraiment aussi à la diversification croissante des supports, et avec de plus en plus, néanmoins, je parlais tout à l'heure de l'avenir de l'imprimé, du livre, des articles surtout bien sûr, pour la production de niveau recherche, cela reste quand même le vecteur premier pour les chercheurs, pour diffuser le fruit de leur réflexion, mais la production électronique est également en très forte croissance, et par différents médiums, et des circuits aussi qui échappent parfois à la seule diffusion commerciale. Et donc ça, c'est un défi aussi pour un centre de documentation, mais également pour les chercheurs, que d'avoir une bonne représentation de l'ensemble, de la diversité de cette production éditoriale, qui est très riche et sans souvent un point d'entrée unique.
Et ça, c'est un vrai enjeu sans doute pour les années à venir, voilà, pour ne rien perdre de la substance de cette production. D'accord. Et alors donc, je rebondis sur ce que vous évoquiez à l'instant sur l'importance que prend la langue anglaise, et ça m'incite à peut-être vous poser une question en termes de comparaison avec internationale. Votre centre, finalement, il incarne, avec les autres institutions présentes sur le site de l'école militaire, toute l'importance qui est accordée par les armées et au-delà même par les pouvoirs publics à la réflexion stratégique. Alors, est-ce que des contacts que vous pouvez avoir avec vos pairs dans des pays amis, dans des pays voisins, dans des pays partenaires, est-ce que vous sentez que cette importance est partagée à l'extérieur ? Alors, effectivement, même si c'est sans doute un point qui mériterait pour le CEDEM d'être approfondi et de pouvoir davantage s'inscrire dans un réseau, par exemple des académies militaires ou des écoles de formation des officiers, sous l'angle documentaire pour ce qui nous concerne, il me semble effectivement que la France, qui souvent peut-être a eu l'impression d'avoir un certain retard à rattraper, néanmoins ne se situe pas dans un contexte de décrochage loin de là. Si je prends l'exemple américain, il est vrai qu'il y a encore, malgré l'importance des investissements consentis en équipement matériel, en dotation pour l'accroissement des collections, mais néanmoins en termes de volumétrie et notamment de richesse et de largeur de l'offre, et notamment de l'offre électronique, nous sommes encore peut-être un petit peu en retrait, par exemple, de ce que peut faire la bibliothèque de West Point, mais qui se situe vraiment, elle, vraiment dans cette logique et cette dynamique de campus, et de campus de défense, et qui par exemple peut offrir aux officiers qui sont en formation une ouverture 24 heures sur 24 ou presque 7 jours sur 7. Néanmoins, l'essentiel des services proposés par une telle bibliothèque correspond peu ou prou à ce que nous pouvons nous-mêmes proposer au CDEM. Pour la formation des officiers britanniques, par exemple, l'accent a été porté notamment à la Defense Academy, à Shrivenham, à la question des ressources électroniques et à la documentation dématérialisée. Mais parfois, nos collègues peuvent-ils, surtout lorsqu'ils viennent nous rendre visite, regretter de ne pas pouvoir eux-mêmes s'inscrire dans une profondeur historique et s'appuyer, comme c'est le cas ici, oui, sur notamment ce fonds patrimonial, puisque c'est souvent à la relecture et à la redécouverte de pensées que l'on peut renouveler aussi et rendre plus féconde la recherche actuelle. À l'inverse, nos collègues de la Führungsakademie der Bundeswehr à Hambourg disposent, eux, d'un centre de documentation qui est moins comme le CDEM, d'abord une bibliothèque, mais qui est peut-être plutôt un centre d'archives et qui offre l'avantage de mieux permettre peut-être l'interaction immédiate entre la documentation et la recherche, puisque c'est l'exploitation par des experts, des spécialistes, des archives ainsi rassemblées, qui permet là aussi d'approfondir la réflexion stratégique. La vocation du CDEM n'étant pas celle d'un centre d'archives, nous disposons en France, et au ministère des Armées en particulier, pour cela d'un centre historique de la défense qui trouve ici toute sa raison d'être. Néanmoins, le CEDEM a cette position originale de pouvoir émarger à l'ensemble des propositions de ces trois centres, sans toujours atteindre en revanche à l'excellence de chacun, ce qui nous laisse évidemment des marges de progression. Alors, puisque vous parlez de marge de progression, quelles actions vous envisagez finalement pour faciliter l'accès du grand public et plus généralement promouvoir donc, la richesse des fonds et le savoir-faire de vos collaborateurs et également vos publications? Quelles actions donc vous envisagez dans le futur, ou peut-être que vous êtes déjà en train de mener d'ailleurs? Alors, parmi les points de progression, il y en a toujours, et nous ne pourrons pas le faire seuls. Et donc, c'est toujours bien dans cette logique d'une dynamique de site d'abord, et plus généralement de réseaux constitués. Et nous remercions à ce titre beaucoup le CSFRS de son action, qui d'une certaine manière est celle aussi d'une tête de réseau qui permet un petit peu de fédérer et de donner à la production, dans toute sa diversité que nous évoquions tout à l'heure, une visibilité, c'est-à-dire un point d'entrée, notamment par la création et l'animation
du portail Géostratégia. Eh bien, pour le CDEM, peut-être pourrions-nous contribuer à la création de ce qu'on appelle une archive ou un dépôt électronique, comme il en existe justement dans l'exemple anglais à Schwevenham, et qui permettrait là, comme elle existe telle qu'animée par le CNRS par exemple avec HAL, mais elle peut être déployée aussi à titre plus institutionnel ou thématique, et je crois qu'ici l'approche thématique serait sans doute la plus opportune, mais nous pourrions, nous, avec notre apport de professionnels en termes d'indexation de ces documents, de traitement informatisé de cette documentation, être aussi des chevilles ouvrières de ce qui pourrait être ce beau projet d'un centre de documentation intégré au cycle de la recherche, de la publication et de la diffusion, à la place qui est la nôtre naturellement. Et c'est une des richesses du CDEM au cours de ces 9 ans d'existence que d'avoir réussi à professionnaliser le travail des agents, sans qui évidemment rien ne serait possible, des agents qui œuvrent, et c'est pour eux un vrai défi, à ce travail de veille, qui est sans doute notre plus-value. C'est vraiment dans la veille, l'analyse, la sélection des informations sur la base de sources qualifiées, puis de la diffusion sous forme de produits, ce que nous pourrions appeler aujourd'hui des livrables de veille. Il y a une vraie attente, je crois, aussi de la recherche en termes de gain de temps, simplement, de précision de l'information disponible. Donc en termes de livrables de veille, qu'il s'agisse des bulletins de veille que vous avez évoqués, ou des synthèses ou des notes documentaires, mais là aussi en adoptant une démarche toujours plus, et ce n'est pas péjoratif dans mon esprit, tourné vers le client, c'est-à-dire qu'il puisse répondre aux besoins des équipes de recherche ou, lorsque ça peut être le cas aussi, des organismes de formation. Franck Smith, nous arrivons au terme de cet entretien et je voudrais vous remercier à nouveau pour votre accueil et pour l'éclairage que vous avez bien voulu nous donner sur le CDEM, un outil clé pour l'appui à la formation et à la recherche stratégique. Merci. Je vous en remercie également et si vous me le permettez, je voudrais simplement préciser que le CDEM est bien entendu un lieu physique avec ces 2 bibliothèques que nous avons évoquées, mais c'est également un centre qui était présent sur Internet et je ne peux qu'inviter nos auditeurs ou spectateurs à se rendre sur le site www.dems.defense.gouv.fr où ils auront un aperçu de l'ensemble de la production du CDEM. Très bien, merci. Au revoir.